Nous nous retrouvons donc pour aborder la dernière partie du cours sur le bonheur, troisième partie. Nous avions précédemment discuté la philosophie d'Épicure sur le bonheur, et à présent, en fait, je voulais vous présenter une autre théorie. Attendez, ça va être mieux en branchant. Oui, là, le son devrait être meilleur. On va regarder une autre théorie du bonheur, la théorie d'Aristote, qui me semble présenter un intérêt euh, particulier pour la question du bonheur. Voilà. La théorie d'Épicure sur le bonheur est honnêtement, moi je la trouve pas extrêmement convaincante parce que euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que Épicure, en fait, réduit le bonheur à quelque chose d'assez inactif, et notamment parce qu'il définit, en fait, le bien et le mal comme des sensations, et donc le bonheur est à ses yeux une sensation, et ça me semble... Ouais, faudrait que j'ai un technicien, éclairagiste, c'est pas pour demain. Voilà. Oui, donc cette idée me semble assez discutable de dire que le bonheur est une sensation, que le bien et le mal sont des sensations. Moi, je trouve que, en fait, le pessimisme de Pascal, que nous avons évoqué dans la première partie, est peut-être plus réaliste, enfin plus concret. C'est-à-dire que oui, les hommes ont besoin d'action. Comme dit Pascal, les hommes ont besoin d'action. Mais simplement, lui, il l'interprète, parce qu'il est chrétien, dans le sens d'une sorte de vacuité de la vie humaine. Les hommes ont besoin d'action parce que sinon c'est le vide et que personne ne peut se retrouver face au vide. Mais en fait, quand il parle du vide, il parle de la vie épicurienne, c'est-à-dire petit plaisir modéré, tranquille, que dans son jardin. Et en fait, quelque part, je trouve que Pascal a raison. Les hommes ont besoin d'action, ils ont besoin de se réaliser en agissant. Et ça, c'est la dimension, je crois, de la dimension de l'action qui manque au bonheur épicurien. Euh, et, euh, et d'ailleurs, je trouve également que cette dimension de l'action, qu'on va vraiment placer au centre de la théorie du bonheur dans le Grand 3, est précisément ce qui explique l'apparence de relativité, ou disons la variabilité du bonheur. Le bonheur est variable. Pourquoi? Parce qu'il dépend de l'action humaine et que donc on a besoin de goûter aux fruits de son action, hein, voilà, de son emprise sur le monde, de son énergie et de ses efforts. Alors, c'est ce qu'on va voir dans on va mettre vraiment Aristote au centre de cette troisième partie. Alors vous voyez là j'ai employé l'adjectif aristotélicien, c'est l'adjectif donc relatif à Aristote, théorie du bonheur selon Aristote. Alors l'argument en fait qu'Aristote utilise constamment, c'est de dire mais en fait on peut avoir toutes les plus grandes qualités du monde, être intelligent, beau, fort, plein de santé, de vie, d'ardeur. Si on n'utilise pas ces qualités, si on ne les met pas en action, elles ne nous servent à rien. Elles nous serviront à rien. Si on a toutes les qualités du monde, mais qu'on passe sa vie à dormir comme un légume, hein, eh bien, en fait, ce ne sera pas une vie heureuse. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur, c'est pas d'avoir certaines qualités, c'est de les mettre en œuvre, c'est de les mettre en activité, de les mettre en action, hein. Voilà. Alors, d'abord, première remarque, le plaisir n'est pas un ressenti. Le plaisir n'est pas uniquement un ressenti, contrairement à ce qu'enseigne Épicure. Je ne crois pas que le plaisir soit une sensation passive, hein. C'est intéressant d'étudier le plaisir comme un signal physiologique du bon état de notre corps et le déplaisir comme un signal physiologique du mauvais état, du danger que courrait notre corps. Bon, d'accord. Mais il me semble que le plaisir, c'est aussi une sensation que l'on suscite par son activité. Et j'en veux pour preuve
que, en fait, on peut pas simplement considérer le plaisir comme comme une sensation physiologique, c'est-à-dire comme résultant simplement d'un état de mon corps à un certain moment donné. Je crois que le plaisir, en fait, nous le provoquons par notre activité, par notre action. C'est quelque chose donc que nous créons et non pas quelque chose que nous recevons. Enfin, plus précisément, nous le recevons dans la mesure où nous le créons. J'en veux pour, enfin, en fait, c'est ce qui ressort finalement quand on creuse plus loin que la définition d'Épicure, c'est ce qui ressort. Pourquoi est-ce que on éprouve du plaisir à être en bonne santé? Parce qu'on se sent capable d'agir. Pourquoi est-ce qu'on éprouve de la douleur quand on est malade? Parce qu'en fait, on sent nos forces diminuer, c'est-à-dire on se sent moins capable d'action, hein. Et au contraire, quand on retrouve la santé, vous voyez, vous avez été bien malade du Covid-19 là pendant les 3 semaines, et bon, puis là, vous tout d'un coup, voilà, vous retrouvez un souffle d'air, vous retrouvez la vie, et là, vous allez sentir du plaisir parce que vous allez sentir en fait vos forces d'action se renforcer, hein. C'est ça la sensation du plaisir. La preuve, c'est que dans les sports, on peut ressentir du plaisir dans des actions qui en fait devrait nous procurer, plutôt du déplaisir. Je sais pas, regarder un rugbyman, ou un boxeur ou enfin, voilà, quand ils sont sur le terrain ou sur le ring, en fait, ils vont prendre des coups dans tous les sens, des choses, en fait, qui seraient des formes de torture, finalement, si elles étaient simplement, subies. Mais dans la mesure où, dans le sport, en fait, on est acteur, de ces sensations, elles se transforment en plaisir. Si vous réfléchissez, en fait, on peut même faire ça, étendre ça, je crois, à quasiment tous les sports. Peut-être pas le curling, je sais pas, mais dans tous les sports, en fait, il y a des mouvements qui sont douloureux, qui sont difficiles, qui sont pénibles, qui isolément pourraient être des tortures si on nous les infligeait. Mais quand on est capable d'exécuter le mouvement à la perfection, parce qu'on l'a répété maintes et maintes fois, il devient un plaisir. Il devient un plaisir alors qu'en soi la sensation n'est pas plaisante finalement. C'est-à-dire que quand nous recevons la sensation, elle est déplaisante, et quand nous produisons la sensation, par contre là, à ce moment-là, nous sentons du plaisir. Alors cela demande un entraînement, cela demande une certaine virtuosité sportive, hein, c'est-à-dire que on a besoin ou par son maître de un travail sur soi, hein, et c'est ce travail sur soi qui finit par procurer le sentiment de l'activité, hein, et quand on a le sentiment de son activité, à ce moment-là, on peut éprouver le plaisir sportif, hein. À l'inverse, quand on considère le bonheur comme une sensation passive, eh bien, je crois que en fait, on aboutit à une forme de pessimisme. Je crois que, alors, c'est peut-être pas forcément le cas de l'épicurisme. Ce serait peut-être un peu caricaturer les choses que de dire cela. Par contre, je crois que c'est exactement le cas du relativisme moral qu'on a envisagé au début. Bah oui, parce que dans le relativisme, en fait, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on attend que le plaisir nous tombe dessus, puis on voit qu'en fait, il tombe des choses différentes sur les différentes personnes selon leur vie, et donc on a l'impression que tout est relatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a considéré le plaisir comme on a considéré le bonheur, excuse-moi, comme une sensation. Or, les sensations, chacun le sait, les sensations sont relatives. Donc, on va se mettre à, si on considère le plaisir, le bonheur, pardon, comme une sensation, on va devenir relativiste, et puis on aboutira finalement au pessimisme, selon la même logique que nous avons évoquée dans le... Pourquoi? Parce que les sensations sont éphémères, donc il n'y a aucune sensation qui puisse durer toute la vie, donc forcément, en fait, on va commencer en disant que le bonheur est relatif, puis on va finir en disant, bah, de toute façon le bonheur n'a qu'un temps, hein, et donc, faut se résigner, faut se résoudre à vivre un moment fugace de bonheur, et puis après, le reste de la souffrance et du regret. Bon, alors, en fait, vous voyez, la théorie du bonheur-sensation est une théorie profondément pessimiste, voire nihiliste. Donc je vous propose complètement autre chose dans cette dernière
dernière partie. Alors, je m'arrête là et la dernière, le petit 2, petit 3, ce sera dans la vidéo suivante.